Bon ramadan à toutes et à tous, mais aussi bon iftar à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, ou plutôt semi-hebdomadaire, direct à votre fenêtre sur les grands événements qui marquent la scène égyptienne dans les différents domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au même domaine de la culture, du tourisme. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens visant à maximiser les points stratégiques dont dispose l'Égypte sur la carte de l'économie mondiale, sur la carte de l'économie maritime spécialement. Bien sûr, au cours de cette édition, nous allons vous proposer plusieurs indices, plusieurs sujets en ce qui concerne les stratégies, les plans adoptés de la part de l'État, afin d'atteindre de tels points, notamment dans la zone économique du canal de Suez. Mais avant de commencer notre discussion, j'aimerais bien saluer notre invité de marque, docteur, plutôt monsieur Nadim Samna, notre analyste économique. Vous êtes le bienvenu sur Nadim International. Bonjour. Bonjour et bon ramadan encore. Et donc, très rapidement, chers téléspectateurs, je dois vous proposer notre sujet à discuter durant les prochaines minutes. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu jeudi dernier une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, ou SC Zone. Monsieur le Président a donné ses directives de concentrer la stratégie de projet de la zone économique du canal de Suez sur des investissements visant à implanter la technologie. La réunion a porté sur la situation des projets en cours d'exécution actuellement dans la prochaine période dans la zone économique du canal de Suez. Le Président a de même donné ses directives de, bien sûr, d'assurer des opportunités de travail, de maximiser les intérêts des projets du système des ports et des services maritimes dans le cadre du processus de développement exhaustif effectué au niveau de la République, et ce afin de hausser le niveau de classement des ports égyptiens sur la carte mondiale de la navigation des services maritimes. Le président de la zone économique du canal de Suez, Mohamed Yahya Zaki, a exposé les indices financiers concernant les projets des investissements dans la zone et les efforts déployés afin de renforcer les revenus d'investissement des autorités de la zone économique du canal de Suez à travers la communication avec les partenaires étrangers concernant les différentes régions industrielles qui devraient y être tenues. M. Zaki a de même exposé les dernières évolutions et développements en cours dans les deux ports d'Ain el-Soukhna et de l'Arish, notamment en ce qui concerne leur utilisation, leurs espaces, leurs silos, leurs réserves et leurs quais maritimes. Et donc, il a également passé en revue les autres efforts déployés afin d'étendre la station des circulations des cargos de la compagnie du canal de Suez et de créer un centre mondial pour les services maritimes. En outre, les plans exécutifs de la région de l'Est et de Port Saïd ont été exposés. Ces plans regroupent le port de Port Saïd et une zone industrielle et logistique. Donc, il y a autres axes, bien sûr, qui ont été exposés, mais justement, nous devons proposer des questions sur notre invité, M. Nadim Samna. Donc, ma première question porte sur comment vous avez trouvé ces directives présidentielles visant à concentrer la stratégie des projets de la zone économique du canal de Suez sur les investissements qui ont pour but l'implantation de la technologie. Premièrement, enfin, bien sûr, la technologie, c'est la clé de la réussite, on va dire, dans le prochain siècle. Là, on voit que les pays avancés sont les pays avancés avec leur technologie. Et le fait d'orienter tout le développement d'une zone économique autour de la technologie, c'est pour pérenniser le développement dans les années futures. Ensuite, le point principal, je pense, c'est surtout le fait de concentrer les investissements dans une zone géographique limitée qui bénéficie d'une localisation très intéressante. On sait, c'est juste à côté du canal de Suez qui concentre entre 10 et 12% du commerce mondial.
Et C'est un monopole. c'est vrai, oui, c'est bien sûr, c'est un monopole. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir une situation géographique aussi intéressante. Néanmoins, donc, aujourd'hui, l'objectif pour l'Égypte, c'est de profiter du canal de Suez à travers 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est les commissions de passage qui sont de rigueur depuis des dizaines d'années, depuis que le canal a ouvert. Et c'est ce qu'il y a on va dire, de plus simple, de plus facile. Et en termes de pricing, les autorités du canal de Suez, ils ont des dynamiques de fixation des prix qui est très intéressante, très dynamique, qui prend en compte le prix des pétroles. Donc il ne peut pas y avoir d'optimisation à ce niveau-là. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est augmenter le nombre de services qui sont fournis à tous les bateaux qui passent. Ouais. Et ça, on est déjà en compétition avec un certain nombre de ports qui sont, on va dire, sur la route de ces bateaux. Depuis les Émirats, l'Arabie Saoudite veut développer aussi le port de Jeddah, il y a la Jordanie, il y a aussi la Grèce. Donc ça, c'est Le Maroc encore. le Maroc, c'est déjà encore un peu plus loin, mais globalement, tous les bateaux qui ont besoin de maintenance, qui ont besoin de changer, faire des vidanges, tous ces, on va dire, c'est des services qui sont simples, que tous les pays peuvent fournir, mais la compétition, elle se base sur peut-être les tarifs, sur la présence on va dire, d'endroits pour recevoir les bateaux et pouvoir effectuer ce genre de service avec une certaine capacité, tout ce qu'on parle d'excavation, etc. Donc ça, c'est vraiment la compétition se passe autour de ces points. Et ensuite, le troisième niveau qui est vraiment intéressant, qui peut fournir, on va dire, des développements durables pour l'Égypte et pour une relance économique encore, et pour les générations à venir, c'est avoir des industries, des usines qui sont vraiment localisées à côté du canal de Suez et qui peuvent exporter leurs produits vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Europe de l'Est, vers l'Europe de l'Ouest et au-delà même vers l'Amérique du Nord. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est le nerf de la guerre et c'est pour ça que le président, il veut que tous les responsables aient cette idée fixe d'implanter, en tout cas d'installer des usines qui vont avoir une présence pendant des dizaines d'années en Égypte, qui vont fournir un maximum d'emplois. En fait, j'aimerais bien discuter avec vous avec plus de détails ce que vous venez de nous souligner, mais justement, j'aimerais tout d'abord proposer un reportage qui va parler de la zone économique du canal de Suez. En fait, l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez a été établie en 2015, seulement 4 jours après l'inauguration du dédoublement partiel du canal de Suez. Comme ce chantier, elle fait partie des méga-projets décidés par le président Sisi pour relancer le développement économique de l'Égypte. Donc, le nouveau canal de Suez, c'était un accomplissement. Et un autre accomplissement qu'on essaye de développer, bien sûr, c'est la zone économique du canal de Suez. Donc, un reportage. Après ça, c'est le temps des analyses. L'objectif ambitieux de l'établissement de la zone économique du canal de Suez affiché par les autorités est de concentrer 30% de l'activité économique de l'Égypte, de générer 100 milliards de dollars par an de recettes annuelles pour l'État, de créer 1 million d'emplois nouveaux et d'accueillir 2 millions de nouveaux résidents pour devenir une des 7 plus grandes zones économiques mondiales à l'horizon 2035. La zone du canal de Suez doit compléter l'activité de l'autorité du canal de Suez afin que le canal ne soit plus uniquement une zone de transit, mais une zone d'activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis comme Jebel Ali aux Émirats arabes unis, Tanga Ahmed au Maroc, ainsi qu'avec de nouveaux projets comme
King Abdullah Economic City en Arabie Saoudite. L'attrait principal de la zone du canal de Suez est sa localisation sur un axe maritime qui joint 3 continents et voit passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises, soit 18 000 navires par an en moyenne. En vertu des accords de libre-échange signés par l'Égypte, elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 milliard de clients en Europe, en Asie, dont le monde arabe et en Afrique. Afin de faciliter l'arrivée d'investisseurs étrangers, il est prévu que l'essentiel des procédures soit réalisé auprès du guichet unique de la zone du canal de Suez, comme l'attribution de licences et terrains et résolution des conflits. La zone du canal de Suez dispose également de prérogatives pour négocier en direct les exemptions de taxes et impositions, ainsi que les garanties sur les prix de l'énergie pour les projets majeurs. Donc c'est vrai qu'on a un objectif ambitieux, mais la réalisation de cet objectif sur le terrain, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vrai qu'on parle de la zone économique de canal de Suez depuis quelques années. Comme vous avez dit, ça a été inauguré quelques jours à peine après l'inauguration du doublement du canal. Parce qu'il reste encore des obstacles ou voilà, des difficultés que les investisseurs étrangers doivent surmonter, même les investisseurs égyptiens. Comme par exemple de papier. Enfin, là, c'est pourquoi le président, par exemple, pour n'importe quelle procédure, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut accélérer les procédures. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris pour faciliter. Mais lorsqu'on parle d'un nombre de procédures administratives que les entreprises doivent effectuer, c'est un nombre assez important. Et là, on n'est pas encore, on va dire, proche de la fin. Là, on est plutôt encore au début. Et le nombre de procédures qui sont de A à Z, de procédures numériques, digitales, est quand même très limité pour l'instant. C'est pourquoi on trouve que l'État égyptien, le président, essaye d'accélérer de plus en plus cette transformation numérique qui va faciliter, si je peux dire, la concrétisation de tels projets sur le terrain, n'est-ce pas? Alors ça, c'est l'objectif perçu. C'est vrai que lorsqu'on parle de la nouvelle capitale, il y a de nouvelles procédures qui vont être mises en place, des administrations, tous les ministères qui vont passer là-bas. Et puis comme il y a aussi des tests qui sont effectués pour sélectionner les employés qui vont avoir, on va dire, la chance de partir à la nouvelle capitale avec les avantages qui vont avec. Donc ils seront sélectionnés avec des critères pour choisir les meilleurs et pour aussi faciliter les procédures aux investisseurs. Pour que, au niveau de la nouvelle capitale, qu'il y ait une sorte de cluster qui soit efficace. À la fois en termes technologiques, parce que voilà, aujourd'hui, un État, c'est un État digital, et digital, ça veut dire des serveurs informatiques et des investissements informatiques en matériel et en programme. À la fois aussi en termes de niveau et compétences des employés, c'est-à-dire avoir des employés qui ont l'habitude de travailler avec un ordinateur, avec les moyens de communication modernes, et aussi des responsables qui sont mieux formés, qui sont capables de faire des choix avisés pour accélérer les procédures administratives pour les investisseurs. Donc le fait de créer ce cluster au niveau de capital, là, c'est l'objectif, c'est la stratégie de l'État pour qu'ensuite établir une sorte de zone efficace et montrer, on va dire, aux autres endroits comment peut fonctionner une administration efficace pour qu'ils puissent inspirer, on va dire, les autres administrations qui sont restées dans les autres gouvernorats. Bon, ça c'est mon souhait, j'espère que c'est le souhait du gouvernement, c'est le souhait de plein de gens. J'aimerais bien, avant de continuer notre discussion, vous proposer avec nos chers téléspectateurs un autre reportage qui va parler de 2 ports essentiels qu'on essaye de développer toujours
dans cette zone économique du canal de Suez, ou au bord même de cette zone économique du canal de Suez. Il s'agit de port de Ain Sokhna et de l'est de Port Saïd. Donc un reportage, après ça on va essayer d'analyser un peu plus ce qui a été proposé, ce qui a été mentionné dans ce reportage. Est Port Saïd est un port en eau profonde à l'embouchure méditerranéenne du canal. Le site n'abrite actuellement qu'un terminal conteneur opéré par Maersk. Mais les infrastructures portuaires doivent être complétées par un deuxième terminal conteneur, un terminal roulier et un terminal vraquier pour lesquels des signatures ont eu lieu en 2019 et 2020. Le port doit accompagner le développement de l'activité du projet de zone industrielle de 75 km². Cette zone industrielle doit être principalement portée par la zone industrielle russe, pour laquelle un accord a été signé le 23 mai 2018 par les ministres de l'Industrie et du Commerce russes et égyptiens. Il prévoit l'établissement d'une zone industrielle et résidentielle de 525 hectares avec un bail de 50 ans pour un investissement russe initial de 190 millions de dollars pour la première phase de 2019 à 2032 qui s'étendra sur une centaine d'hectares. Les investisseurs russes avec qui des négociations auraient été lancées opèrent dans le secteur de l'automobile, le matériel ferroviaire, le matériel agricole, la pharmaceutique et la numérique. Au sud du canal, la zone intégrée d'Ain Sokhna, bien plus vaste, avec 210 km² dédiés, doit accueillir des industries légères, moyennes et lourdes, des activités de service au transport maritime et à l'industrie navale, ainsi que des projets immobiliers touristiques. Le port, exploité par l'Émirati DP World, doit notamment être doté d'un deuxième terminal conteneur dont la construction par Sheikh China Harbour Engineering Company a débuté en mai 2018. Le développement de la zone d'Ain Sokhna s'appuie sur le projet préexistant de zone industrielle chinoise de TEDA, établi en 2012 et inscrit depuis dans la stratégie des nouvelles routes de la soie. En 2017, près de 70 sociétés y ont été installées. On y trouve des acteurs de l'industrie de machinerie, une usine de fibres de verre ou encore des entreprises du secteur pétrolier. Les produits manufacturés dans la zone économique spéciale de TEDA sont majoritairement destinés à l'exportation. L'autre projet phare de la zone d'Ain Sokhna est celui du complexe pétrochimique Tahrir Petrochemicals Complex de 11 milliards de dollars. Premier projet pétrochimique privé d'Égypte pour lequel un accord préliminaire a été signé en juin 2018 entre les sociétés Carbon Holdings d'Égypte et Bechtel des États-Unis. Ce projet doit représenter à terme un quart des exportations égyptiennes de produits pétrochimiques pour une production annuelle de 4 millions de tonnes. D'autres investisseurs locaux seraient également en discussion avec la zone du canal de Suez pour le développement de la métallurgie et la production de matériel électrique. Donc, à quel point de tels projets maritimes, portuaires, logistiques, industriels valorisent de plus en plus les forces stratégiques de l'Égypte, la rendent attractive même aux yeux des investisseurs étrangers? Comme vous avez dit dans le reportage, vous avez le port, on va dire, de l'entrée nord, il y a un autre port dans l'entrée sud. Chaque zone est spécialisée sur un type d'industrie particulière. Et on voit, voilà, on a parlé de la zone économique russe avec un accord spécial, la zone économique chinoise qui est quand même plutôt bien développée et qui aujourd'hui qui produit beaucoup de produits qui sont exportés directement à l'Europe. Voilà, en gros, voilà, les Chinois, ils ont trouvé qu'ils gagnent en compétitivité en installant des usines ici en Égypte, parce que ça leur permet de toucher l'Europe beaucoup plus rapidement et puis d'avoir aussi, voilà, il n'y a plus l'handicap de la différence de temps, d'horaire, qui favorise la relation commerciale. Oui. Ouais. À quel point même de tels projets maritimes et portuaires contribuent
à relier l'Égypte de plus en plus au sein de l'économie mondiale? En fait, c'est à plusieurs niveaux. Alors, premièrement, tout ce qui concerne les ressources humaines. Lorsque vous avez des ouvriers égyptiens qui vont travailler dans ces usines, qui vont commencer à apprendre les techniques, les méthodes de travail des étrangers qui ont fait leurs preuves, parce que ce sont des entreprises qui ont bien réussi. Ouais. C'est-à-dire les entreprises chinoises qui viennent s'installer en Égypte, elles font partie des meilleures entreprises chinoises, qui ont les meilleures procédures et méthodes de travail. Donc lorsque l'ouvrier égyptien apprend ces méthodes de travail et qui est ensuite embauché par une entreprise égyptienne, Oui. ça c'est un transfert, sans parler de technologie, mais c'est un transfert de procédés, méthodes de travail efficaces et qui va permettre d'augmenter le niveau des entreprises égyptiennes. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, là, on se retrouve avec un avantage concurrentiel parce que il y a de plus en plus d'entreprises qui vont venir s'installer, qui vont accepter de payer, en tout cas d'investir des sommes en Égypte, en devises. Ouais. Ça va permettre d'équilibrer la balance commerciale. Mais on trouve que le président essaye de donner toujours des directives visant à augmenter le niveau de classement de ces ports égyptiens au niveau maritime, au niveau de la navigation, au niveau des services logistiques et maritimes, et ainsi de suite. Donc, comment vous trouvez l'importance de réaliser de telles directives sur le terrain? En tout cas, là, ce qui est bien, dans tout ce qui est classement internationaux, c'est qu'il y a toute une série d'indicateurs qui sont utilisés pour réaliser ces classements. Oui. Ces indicateurs sont autant d'objectifs pour les responsables de ces ports. Et lorsque le président dit vous devez améliorer votre classement dans les classements qui sont effectués, ils ont une centaine ou même voire plus d'indicateurs sur lesquels ils peuvent travailler. Et ils peuvent sélectionner les indicateurs qui présentent le plus de potentiel d'amélioration. C'est ce qu'on parle, par exemple, la localisation des ports, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. C'est une localisation très intéressante, importante. Ouais. Le contenu. Voilà. Le contenu, c'est plus important. Lorsqu'on va regarder d'autres indicateurs, par exemple le tonnage qui peut être traité, la profondeur de l'eau de ces ports, les quais, le nombre d'entreprises logistiques qui sont présentes, le nombre d'ouvriers, etc. Ça, là, ce sont des indicateurs sur lesquels les responsables peuvent, on va dire, travailler pour les développer. Et en développant ces indicateurs, la réalisation sur ces indicateurs, le classement du port égyptien va automatiquement s'améliorer. Oui, et ça améliore encore le niveau compétitif de l'Égypte sur la carte de l'économie mondiale. Bien sûr, bien sûr. Je parle de ça parce que, par exemple, on trouve que le ministre du Transport, Kamel Wazir, a inspecté le port de Ain Sokhna durant les derniers jours, où il a passé en revue les travaux en cours et qui comprennent la construction de 4 nouveaux quais et 2 nouveaux postes d'amarrage de 12 km de longueur et 18 mètres de profondeur. Et autre chose, bien sûr, c'est le réseau de lignes ferroviaires qui vont être établies. Sokhna Marsa Matrouh, cette ligne ferroviaire servira d'un moyen de transport de marchandises, en particulier de conteneurs, vers toutes les parties de la République et vers le port d'Alexandrie sur la Méditerranée. C'est-à-dire, cette ligne ferroviaire va relier la mer Rouge à la Méditerranée. Donc, on essaye toujours, comme je viens de vous poser cette question, on essaie toujours de valoriser la place, le site stratégique de l'Égypte au niveau mondial, non seulement à travers les lignes ferroviaires, mais aussi à travers la rénovation, le développement, la modernisation des ports maritimes. Et même en ce qui concerne le port maritime, on trouve que M. Kamel Wazir a
expliqué que ce projet du port Sokhna correspond au dernier port international et soit le plus grand port hub de la mer Rouge desservant le trafic commercial entre l'Asie du Sud et de l'Est, l'Europe du Sud et de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Donc, j'aimerais bien écouter votre commentaire sur ce que je viens de vous proposer. C'est tout à fait possible. Enfin, je veux dire, là, il faut bien sûr, il faut être ambitieux. Là, ce qu'on a dit, il y a un avantage très très important, c'est cet avantage géographique que très peu de pays peuvent, on va dire, concurrencer. Voilà. Donc là, déjà, enfin, en termes de compétition, on a tué la compétition dans beaucoup de domaines. Et il suffit, effectivement, il faut investir. Il faut, voilà, il y a un investissement en infrastructure. Et on va dire... On fait une sorte de choix, même au niveau des investissements. On n'essaye pas d'attirer des investissements. Pour les investissements, non. Comme Monsieur le Président a dit, par exemple, on essaie de concentrer sur les investissements qui visent à apporter de nouvelles technologies, qui visent à apporter le savoir-faire. Bien sûr. Il faut voir là, si vous avez entendu parler... C'est un nouveau trajet adopté par l'État égyptien. Typiquement, ce qu'on appelle le blockchain. Ça, c'est une technologie, une nouvelle technologie. Alors, on parle beaucoup du blockchain dans les devises numériques. Ouais. Mais une des premières applications du blockchain, c'est le transport maritime. C'est le fait de pouvoir traquer les conteneurs. C'est très standard, c'est hyper standardisé. Le transport maritime, c'est hyper standardisé. Là, ce qui change dans les conteneurs, c'est peut-être juste le coup de peinture qui est peint sur le conteneur. Et ensuite, ces conteneurs passent de port en port. Et pour pouvoir vraiment traquer, savoir ce conteneur, il a traversé quel port, il faut un système mondial qui est connecté. Et c'est pour ça que la technologie de blockchain est utilisée. Donc le fait qu'on puisse maîtriser cette technologie, ça donne un avantage important. Et ça nous évite d'être, on va dire, asservis à des entreprises qui sont situées à Singapour ou ailleurs, qui vont, on va dire, agir comme les leaders de ce système mondial, qui vont imposer leurs standards, leurs normes, et qui vont concentrer aussi, on va dire, la partie valeur ajoutée, la valeur ajoutée de ce transport maritime. Voilà, c'est pour ça. Et puis l'Égypte forme 30 000 ingénieurs par an, donc il y a quand même du talent, il y a là, cette capacité pour apprendre ces nouvelles technologies et pouvoir même innover et les développer. Et en même temps, l'Égypte et l'État égyptien, avec plus de précision, visent à travers de tels projets à créer de nouvelles opportunités de travail. C'est évident, L'Égypte, c'est un pays jeune. Là, on parle j'ai lu ça hier, là, on a augmenté d'1 million en 4 mois. Voilà, alors là, c'est la période Covid, les naissances et les morts, là, c'est pas exactement la norme, mais l'Égypte, c'est un pays jeune. Il y a beaucoup de jeunes. Chaque année, il y a plusieurs millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il faut leur trouver des emplois. Et surtout, lorsqu'on parle d'emplois durables, c'est ça ce qui est important, c'est essentiellement des emplois à forte valeur ajoutée avec une dimension technologique importante. Autre chose, c'était bien sûr sur cette réunion tenue par le président avec le responsable ou le président de la zone économique du canal de Suez. La réunion a porté également sur le plan de la zone économique du canal de Suez avec les grandes compagnies mondiales qui travaillent dans le domaine de la construction des voitures, et ce afin que ces dernières puissent rejoindre le complexe des voitures qui devrait être tenu dans l'est de Port Saïd, ce dont vont profiter ces compagnies à la lumière des accords internationaux dans le domaine de libre-échange commercial avec plusieurs zones et entités régionales internationales. Bien sûr, ce sont des accords effectués entre l'Égypte et ses autres entités économiques. Deux points essentiels ici. La construction de voitures dans de telles zones économiques. Deuxièmement,
l'importance ou le rôle de ces accords commerciaux dans l'épanouissement du rôle de l'Égypte dans le domaine du commerce, dans le domaine du commerce libre ou des échanges commerciaux libres. Alors pourquoi l'industrie des voitures? Alors, premièrement, on voit dans l'expérience de nos autres pays que tous les pays qui se sont développés fortement ont aussi développé l'industrie automobile. Ouais. Voilà, donc là, enfin, l'Europe, tous les pays ont leur propre, on va dire, constructeur automobile. Le Japon, enfin, c'est un pays qui s'est vachement développé, qui a plusieurs, on va dire, constructeurs automobiles. La Corée, sans citer le marque, mais voilà, ça marche très très bien. Et aujourd'hui, la Chine développe beaucoup de marques de voitures, voilà. Et puis même l'Inde a aussi ses propres constructeurs automobiles. Pour l'instant, ils sont focalisés sur l'Inde. C'est pas encore on va dire, avec la même qualité pour permettre d'exporter. En tout cas, si l'Égypte veut rentrer dans le classement ou le club des grandes économies mondiales, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une industrie automobile en Égypte. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'industrie automobile a l'avantage de pouvoir fournir, d'une part, beaucoup de main-d'œuvre, et aussi des opportunités d'emploi très qualifiées et avec beaucoup d'innovation. Ouais. Aujourd'hui, la dimension électronique dans les voitures, elle est très très importante. Et on voit que dès le début, lorsqu'on a voulu revivre l'usine Nasr, on a tout de suite choisi le modèle des véhicules électriques pour développer cette usine. Donc là, on a le fait d'avoir quand même l'industrie automobile comme un pilier de toute économie moderne et solide. Le fait de fournir des offres d'emploi à la fois abondantes et à forte valeur ajoutée. Et ensuite, c'est on va dire, c'est un pont d'exportation très important. Ici, permettez-moi, avant de laisser le temps à vous pour continuer, permettez-moi de proposer ce reportage qui va porter un titre très important, stimuler les exportations industrielles. Est-ce que c'est la clé de la reprise de l'économie égyptienne face au Covid-19? Donc, c'est la question à poser et vous allez nous répondre. Donc, un reportage de Dalia Karam. Soulignant l'importance des exportations industrielles à l'étranger, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama, a déclaré aux médias le 20 mars dernier que l'Égypte prévoyait de porter ses exportations à 100 milliards de dollars à long terme contre 30 milliards de dollars environ avant la pandémie en se tournant vers les marchés européens, africains et arabes. La stratégie qui favorisera cette croissance consiste à stimuler les industries nationales et à augmenter les exportations des petites entreprises. En outre, la logistique des exportations sera améliorée par exemple en automatisant les procédures d'importation et d'exportation. Le programme prévoit également le développement de la Haute-Égypte et de plusieurs zones frontalières ainsi que des projets de soutien dans la zone économique du canal de Suez. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également souligné récemment la nécessité d'accroître les investissements industriels et les niveaux d'exportation. Il a appelé à renforcer l'industrialisation nationale et la localisation des technologies, à combler l'écart entre les exportations et les importations et à réduire l'utilisation des devises étrangères pour les importations. Il a également ordonné un examen et un inventaire complet des terrains qui avaient été affectés à des activités industrielles mais qui n'avaient pas été aménagés à la date limite. Les réformes économiques encore en Égypte depuis novembre 2016 ont largement visé à améliorer l'environnement des affaires pour attirer les investissements privés. Des mesures doivent être prises dans la mesure du possible pour réduire les coûts des entreprises et faciliter l'accès au financement, car le secteur privé doit être le moteur de la croissance économique de l'Égypte, a souligné le président al-Sisi.
Une mesure importante a été prise fin 2019 lorsque le gouvernement et la Banque centrale d'Égypte ont lancé une initiative de 6,4 milliards de dollars pour stimuler la fabrication nationale en permettant aux usines de taille moyenne d'accéder à des prêts subventionnés à un taux d'intérêt dégressif de 10%. Le développement de zones industrielles, dont la plus grande est la zone économique du canal de Suez, a été au cœur de cette action. Il a été démontré que l'intégration de la logistique et le regroupement des chaînes de valeur manufacturières améliorent l'efficacité et réduisent les coûts. Les zones industrielles, qu'elles soient publiques ou privées, se font concurrence sur les infrastructures qu'elles peuvent fournir et sur leur capacité à intégrer les processus de fabrication et d'exportation. Toutefois, certains problèmes ont été signalés en ce qui concerne la capacité des zones industrielles financées par des fonds publics à connecter les entreprises entrantes au réseau d'infrastructures, notamment en ce qui concerne les exportations. Un accord signé au début de l'année entre l'Autorité générale des ports terrestres et secs et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement témoigne des efforts déployés pour surmonter les lacunes logistiques. L'accord porte sur un montant d'1 million d'euros qui servira à financer des services de conseil pour la construction d'un port sec, d'une plateforme logistique dans la ville de Dir Hamadon, une ville située à la périphérie du Caire et dotée d'une importante zone industrielle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan global visant à établir un réseau de ports secs et de plateformes logistiques à travers le pays. Dans le même ordre d'idées, il a été annoncé en janvier que l'Égypte avait signé un contrat de 19 milliards d'euros avec Siemens Mobility et des entreprises locales pour construire un réseau ferroviaire à grande vitesse de 1000 km. Le premier tronçon de 460 km reliera El Alamein sur la Méditerranée à Ain Sokhna sur la mer Rouge, en passant également par la nouvelle capitale administrative qui est actuellement en construction. Parallèlement, un nouveau train électrique sera mis en service dans le courant de l'année reliant la ville de Dir Hamadon à la nouvelle capitale administrative et au Caire. Ces efforts devraient largement contribuer à stimuler les investissements du secteur privé dans l'industrie et à susciter une augmentation concomitante des recettes d'exportation. Donc, stimuler les exportations industrielles, ça sera, d'après vous, la clé de la reprise de l'Égypte face au Covid-19? Alors, c'est la reprise économique à long terme. Pas juste au Covid-19, vraiment pour pouvoir développer des exportations industrielles, on a besoin de beaucoup d'années. Beaucoup d'années, il faut, voilà, il y a un savoir-faire, il y a des usines à être installées. Là, pour construire une usine, ça prend pas 3 mois, ça prend des fois des années pour vraiment avoir le design, le layout de l'usine. C'est vraiment une usine importante qui va pouvoir exporter une production importante. Donc, moi, je ne compterai pas sur les exportations industrielles pour favoriser la reprise. Donc, je pense que la reprise en Égypte, en tout cas, post-Covid, elle va s'appuyer sur les secteurs qui marchaient bien avant la crise. Le tourisme, il y a les industries qui marchaient bien. Mais on trouve que, d'après les responsables égyptiens, on essaye de concentrer les investissements et concentrer même l'activité sur, par exemple, les parties agricoles ou les secteurs agricoles, les secteurs industriels, le commerce maritime. Oui, non, mais c'est très bien. Enfin, là, c'est les investissements le tourisme, à long terme. parce que ça, dans ce temps de Covid-19, donc ça va prendre beaucoup de risques, beaucoup de temps, et ainsi de suite. Après, c'est, on va dire, l'effet booster, l'effet du tourisme, il est beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'il y a une directive de vacciner tous les travailleurs dans le tourisme en mer Rouge et au Sinaï. 100% de vaccination. Pour favoriser l'arrivée des touristes. Donc, il y a un moment donné, là aujourd'hui, dans quand même beaucoup de pays, on commence à avoir ce qu'on appelle l'immunité du troupeau. Et il y aura un assouplissement des mesures sanitaires et beaucoup de pays vont dire bah, ça y est, on a tout vacciné, là maintenant vous pouvez partir. Et ils vont avoir soif de soleil, ils vont avoir soif de mer, ils vont avoir soif de beau temps et l'Égypte peut les acquérir à bras ouverts
en leur promettant que les mesures sanitaires restent de mise quand même, parce que voilà, il faut tous les mesures sanitaires. Enfin, il ne faut pas qu'ils tombent malades pour autre chose, quoi. Et il y aura un effet booster. Mais pour commencer à se dire, on va investir dans une usine, que cette usine soit, on achète des machines pour monter cette usine, pour que les machines soient installées, pour qu'on forme des ouvriers, pour ensuite commencer à avoir des produits, les premiers produits, pour qu'ils soient présentés à des pays étrangers ou à des partenaires à l'étranger, pour qu'on puisse commencer par, on va dire, des échantillons ou des petites quantités pour exporter, puis pour favoriser, enfin ça dépend des industries bien sûr, mais ça peut plus ou moins bien marcher. Là on voit que l'industrie, en tout cas, on va dire pharmaceutique, ça marche bien parce qu'elle est favorisée par le corona. Et puis l'Égypte, mine de rien, elle a quand même de très bonnes entreprises pharmaceutiques. Et on a réussi cette semaine à exporter à l'Inde des centaines de milliers de médicaments. Enfin, c'est quand même un exploit. Mais pour se dire que c'est une stratégie globale pour exporter de l'industrie lourde type automobile, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment une seule usine qui fabrique 100%. J'aimerais bien écouter votre commentaire après de telles déclarations faites par Mme Nevingema. Bien sûr, c'est la ministre de l'Industrie et du Commerce de l'Égypte. Selon elle, l'État projette de moderniser le secteur industriel en vue de localiser et renforcer l'industrie. Gama a indiqué que la réforme économique du secteur de l'industrie diffère de tout autre programme adopté par l'État durant les périodes précédentes dans lesquelles le preneur des décisions ciblait une hausse du taux des activités, l'exportation industrielle, non pas une modernisation et régulation du système même, alors que le processus de modernisation en cours du secteur stimule les chaînes d'approvisionnement, va de pair avec les changements mondiaux et apte à donner une valeur ajoutée, à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales et régionales compétitives sur les marchés internationaux. Donc, d'après ça, ou d'après Madame la Ministre, on essaye de moderniser, on essaye de changer la stratégie adoptée par l'État égyptien actuellement vis-à-vis de l'industrie. Alors, je pense qu'on est encore au stade d'études. On est encore en train votre conseil, par exemple? Principalement, il faut faire une étude comparative de toutes les industries avec les avantages compétitifs des industries en Égypte, voir quelles sont les industries qui peuvent marcher le plus à l'export. Voilà, c'est du bas à bas. Après, bon, ça c'est un peu mon métier, mais il faut vraiment discuter aussi avec les partenaires à l'étranger ou des clients, les premiers clients, dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut vous fournir. De manière très très simple, et ensuite travailler pour produire voilà, les besoins des clients, les accompagner, avoir des contrôles de rigueur, des normes aussi. Là, c'est très important, c'est pour qu'il y ait des normes égyptiennes de bonne qualité, comme les normes ISO et compagnie. Enfin, il faut aussi que aujourd'hui, lorsqu'on voit CE sur des produits, on est rassuré. Il faut aussi la même chose, une sorte de norme égyptienne qui disent voilà, ça c'est, s'il y a cette norme, c'est que ce produit a reçu le contrôle des autorités égyptiennes et que ce contrôle est quand même très très fiable et il est synonyme de très bonne qualité. Donc il y a plein de choses à faire. Là, on est encore au tout début de la stratégie industrielle de l'Égypte. Oui, en ce qui concerne l'industrie automobile nationale, d'après Mme Nevingema, par exemple, l'objectif est de placer l'Égypte sur la carte de la fabrication, de l'exportation des automobiles. C'est un objectif et c'est un rêve pour chaque Égyptien. Enfin, c'est une obligation. C'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, une étude de faisabilité d'une usine automobile, l'usine automobile, elle a besoin de beaucoup d'investissements. Enfin, c'est quand même des investissements à grande échelle, qui ne peuvent pas être rentabilisés qu'avec un niveau de vente ou de production très élevé qui dépasse, aujourd'hui en tout cas, qui dépasse de loin
les simples besoins du marché égyptien. Donc il faut se tourner vers l'export. Et c'est la stratégie qu'a adoptée le Maroc. Et aujourd'hui, au Maroc, près du port de Tanger, il y a quand même une très bonne industrie automobile qui aujourd'hui qui exporte. Il y a beaucoup de voitures qui sont vendues en Égypte qui sont produites au Maroc. Ouais. Ouais. Mais comment vous trouvez les accords commerciaux, le rôle des accords commerciaux avec les différentes entités, régions économiques, notamment au sein de l'Afrique, leur rôle dans le renforcement des exportations égyptiennes vers eux? On est en train de construire le puzzle. Le puzzle, il est formé de beaucoup de pièces. Donc, les accords, c'est une partie des pièces. Ouais. Il faut la présence on va dire de fonctionnaires égyptiens dans les pays étrangers qui peuvent favoriser les réseaux professionnels, en tout cas présenter les exportateurs égyptiens avec éventuellement les entreprises locales qui sont susceptibles de devenir des clients ou des distributeurs, qui vont les informer sur les pratiques et la loi du pays où les exportateurs égyptiens veulent travailler. Il y a bien sûr favoriser les procédures, l'export, etc. Et il y a un effort considérable pour numériser les procédures de douane et compagnie. On avait très très mauvais classement là, sur cette partie et c'est la plainte de beaucoup d'entreprises étrangères. Il y a beaucoup de pièces de puzzle. Il y a aussi les talents, les expertises dans chaque industrie. Il y a des études de marché pour savoir quels sont les produits qui sont proposés par les autres pays, même de la région ou un peu plus lointaine, pour vraiment connaître tous les prix de ces produits, pour pouvoir vraiment positionner les prix des produits égyptiens pour augmenter la valeur ajoutée de ces produits et l'attractivité de ces produits. Il y a bien sûr des subventions, mais il faut que ces subventions soient localisées pour les industries qu'on souhaite favoriser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un problème, c'est pour que l'État a retardé le paiement des subventions à l'exportation, parce qu'il n'y avait pas vraiment de règles. La règle était à partir du moment où on produisait en Égypte, on recevait automatiquement une subvention, sauf qu'on la recevait, on l'a reçue des années plus tard. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de subventionner des industries où on sait qu'ils ne sont pas compétitifs? Ouais. On sait qu'ils ne sont pas compétitifs. Plutôt allouer ces subventions vers les industries qui vont vraiment avoir vous rendre une sorte de compétitivité au niveau mondial. Oui, ils ont un potentiel de croissance important, qui ont des produits qui sont demandés par, on va dire, les autres pays africains, ou si on exporte vers l'Europe, c'est toute une autre qualité. Il faut savoir tout ça. Et je pense que c'est pour ça que moi je dis, on est encore au niveau études. Là, un point important, là, c'est savoir est-ce que la stratégie, elle est basée sur l'augmentation des exports d'industries spécifiques, ou plutôt on veut réduire le déficit de la balance commerciale en remplaçant les importations. Aujourd'hui, on part des deux côtés. On essaye d'une part de remplacer les importations, mais en même temps on veut favoriser les exportations. À un moment donné, il va falloir choisir. Ouais. Ici, nous devons consulter des partenaires internationaux afin de renforcer un peu plus notre capacité industrielle. Bien sûr, il faut que le Caire et l'Égypte, de manière générale, soient considérés comme une capitale business, à l'exemple de New York, Singapour, Pékin, Londres, Francfort. C'est ça, hein. Il faut que le nombre de liaisons aériennes soit beaucoup plus important entre le Caire et tous les autres pays. J'ai eu beaucoup de
de liaison avec des pays africains qui n'existent pas aujourd'hui, enfin en tout cas pas en direct. Et très souvent, on a besoin de passer par un pays européen pour aller à un autre pays en Afrique. Ouais. Et il y a des pays qui ont investi massivement dans les liaisons aériennes. Il y a voilà, les installations, même logistiques, de manière très très simple. Il faut que les hommes d'affaires qui viennent discuter avec des entreprises égyptiennes qui soient plutôt autonomes. C'est pas possible qu'un homme d'affaires étranger il ait besoin d'une armée autour de lui de travailleurs égyptiens. Il va se sentir voilà, il peut pas se déplacer tout seul. Il a besoin toujours d'avoir un accompagnement égyptien. Alors c'est bien, nous on le voit comme sorte de générosité, c'est l'hospitalité. Mais lorsqu'on veut développer ce type de partenariat à grande échelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon, là c'est plein de petits points. C'est pour ça que je parle d'un puzzle où on a déjà trouvé quelques pièces, mais il reste encore des pièces manquantes qu'il va falloir remplir. Voilà. Je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, pour de tels éclaircissements, même pour votre point de vue que vous avez nous proposé au cours de ces minutes de notre programme. Merci beaucoup. Merci. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition. Merci et bon suite dans le programme sur l'antenne internationale. Au revoir. بخطوة واسعى وبنسابق الزمن الله